Trois sujets abordés pendant nos discussions ce matin. On va examiner la position de l'opposant principal à Macky Sall, Ousmane Sonko, depuis sa lutte déterminée pour faire barrage à l'idée d'une éventuelle troisième mandature pour l'homme. On va aussi extrapoler pour voir un peu quels sont les moyens de lutte à la portée des opposants au régime en Afrique, surtout qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'opposer. Puis on dira deux mots au sujet des départs du Bénin. Dernière nouvelle, ils ont été battus en match amical hier, 2-1. Ça n'a pas beaucoup fait plaisir à Ali Moumouni qui est passé par ici. Vous présentez justement les images de la rencontre avec les soldats malgaches hier. Alors les acteurs pour en parler sont là. J'ai maintenu sur place notre invité de ce matin, docteur Delors Faton. Bonjour à nouveau, merci d'être resté sur place. Franck Aounou, bonjour. William Cliquin, bonjour. Eric Degueno, bonjour. Avez-vous compris quelque chose à l'affaire là? Un juge qui condamne, avec toutes les implications qu'on a, la radiation de la liste électorale et tout, la privation de liberté et tout le reste, vous le savez. Puis un autre qui prend une décision contraire. Alors, on ne comprendra jamais les acteurs de droit, Franck Aounou. Absolument. Et comme on l'a souvent dit, vous savez, face à un dossier ou face à une affaire, on parle également de l'intime conviction du juge. Peut-être que l'autre, de l'autre côté, n'a pas fait appel à son intime conviction, à appliquer les tests en l'état et à sortir la décision. L'autre également qui a rendu une autre décision et qui trouve qu'il faut rétablir Ousmane Sonko dans ses droits pour sa réinscription sur la liste électorale. Je crois que si on vous met les deux ensemble, ils vont discuter, chacun donnera ses arguments, mais on vous dira que c'est l'esprit de la loi et qu'on est capable de l'interpréter ailleurs, sous un angle donné et dans un autre lieu, sous un autre angle. Donc je pense que c'est toute la difficulté lorsqu'on est face à des textes de loi où l'interprétation varie. Et moi je l'ai souvent dit, vous en êtes témoin, lorsqu'on prend les lois, parfois ça a tendance à ne protéger que certains et ça n'avantage que certains lorsque ça va dans le sens de l'intérêt et on l'applique, et lorsque ce n'est pas dans le sens de l'intérêt, on l'interprète pour trouver ce qu'ils ont l'adapter à ces conditions. Eric. Non, je pense que nous sommes dans un dossier hautement politique. Et quoi qu'en soit la nature des juges, on ne peut pas enlever cet aspect, n'est-ce pas, dans la façon dont il faut aborder et traiter vraiment ce dossier. Nous connaissons déjà les ambitions de Ousmane Sonko, c'est d'être le prochain président du Sénégal, et sur son chemin se dressent plusieurs batailles. Alors, avec la nouvelle qui suppose que le tribunal de Ziguinchor a annulé la radiation, ça fait une bataille de gagner. Il lui reste maintenant d'autres batailles. Son parti est toujours dissous. Retrouver la liberté, son parti est toujours dissous. Maintenant que l'État exécute maintenant cette décision de justice, déjà les avocats de l'État, comment on dit, rejettent en bloc cette décision. Et donc la bataille se poursuit et c'est un bras de fer. Est-ce qu'on n'a pas l'impression là qu'on a une justice qui parfois est ballottée, malmenée par les acteurs politiques? N'oubliez pas l'épisode ou la période, elle n'est pas terminée, des 20 ans, des 10 ans pour les opposants impliqués dans des affaires ou dans une autre. Docteur Laurent Delors Faton, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la justice elle est ballottée là? Je pense que le sort de l'Afrique se joue au Sénégal, ou bien l'image de l'Afrique se dévoile au Sénégal. Ce que nous voyons au Sénégal, c'est ce qui se passe partout en Afrique depuis quelques années, où on a des crises politico-judiciaires, où quand une crise se passe, quand une crise se pose, on va la jouer dans les tribunaux. Et une crise politique se pose, on va la jouer dans les tribunaux, bien au niveau du Parlement où on vote les lois. Et que toutes les fois que les acteurs politiques veulent jouer, ils s'appuient sur soit le Parlement pour faire voter des lois, ou bien sur la justice pour exécuter des lois. Et le Sénégal est en train de nous dévoiler réellement ce qui se passe qu'on ne comprenait pas pour autant. Ce n'est qu'un cas d'école qu'on est en train de vivre. Parce que voilà un jeune homme qui a pu réaliser quelque chose d'extraordinaire, mobiliser une population autour de son idéal, ce à quoi Macky Sall ne pouvait jamais s'attendre. Et il a compris que sur le plan politique, il ne peut pas le battre. Alors il faut l'attendre ailleurs.
il faut l'attendre sur le plan de la justice. Et il sait qu'à ce niveau, il pourra jouer. Parce que malheureusement, notre architecture constitutionnelle en Afrique soumet quelquefois le juge au pouvoir politique. Quelquefois le soumet. Et pourtant, il arrive y a que des aspects qui protègent le juge, il le rend soumet. autonome, on le fait siège par endroit, etc. Quelquefois, on le soumet. Et c'est ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Il y a certains juges qui sentent la pression de l'État et qui ne peuvent plus avoir la carrure qu'il faut pour faire le travail qui est le leur. Parce que derrière toujours les décisions de justice, l'homme politique ou l'acteur politique a toujours tendance à manipuler. On a vu, on a réussi à manipuler un moment de la justice. Aujourd'hui, un autre juge se réveille et dit, mais mais qu'est-ce qu'il dit que ce n'est pas lui qui plutôt est manipulé? Oui, William. Je vais commencer par 2 citations qui me sont chères. Une première d'Obama qui dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et qui fait les institutions? Pour moi, non, les institutions ne sont pas faites par les hommes. Les hommes ne sont que, pour moi, le dernier ressort des institutions. Les institutions commencent par leur base juridique, leur fonctionnement, leurs attributions. Ensuite, maintenant, les hommes qui les animent, et notamment avec l'indépendance qui est la leur. Deuxième citation, Joseph Jogwenu. Le droit n'est pas un objet de justice, mais le droit est un objet de compromis social. Ah ouais? Donc, oui, il l'a dit à l'amphithéâtre. D'accord, à l'amphithéâtre. Donc, pour vous dire que, vous savez, ce genre de situation nous amène à comprendre réellement comment est-ce que nos justices sont en Afrique et comment est-ce que l'indépendance des pouvoirs, la célèbre séparation des pouvoirs de Montesquieu est implémentée en Afrique. Vous savez, dans les plus grandes démocraties du monde, 2 juridictions différentes peuvent donner 2 interprétations différentes d'une même loi ou d'un même conflit devant le juge. Dans une même juridiction, 2 juges différents peuvent interpréter différemment. Donc pas dans un monde à part en Afrique? Pas du tout. C'est propre à tous. Même ici au Bénin, on a constaté que des infractions, à condition qu'on quitte une chambre pour une autre, avec des décisions différentes, et pour cela, on a concentré d'une certaine manière certaines compétences à certaines juridictions pour connaître de certains dossiers. Mais parlons du dossier Sonko. Eric a ouvert le bal. C'est un dossier hautement politique. Aujourd'hui, les avocats de l'État sénégalais se plaignent de procédures. C'est bien intéressant et c'est bien étonnant. Comment ça? Ce sont eux qui ont dit que la procédure de condamnation de Sonko était un vilain détail et qu'il ne fallait pas s'y attarder comme le faisait le PASTEF. Aujourd'hui, l'agent judiciaire de l'État sénégalais trouve qu'il faut ce pouvoir en cassation à la Cour suprême. Parce que je n'ai pas vraiment compris cet aspect. J'ai essayé de fouiller, mais je n'ai pas compris. Une première condamnation faite dans un tribunal, une seconde condamnation dans le tribunal de Ziguinchor. Cette fois, on n'est pas à une cour d'appel. Et je ne sais pas, on va en cassation. Ce pouvoir en cassation, ce n'est plus un appel interjecté. Franchement, je ne le connais pas, l'ordonnancement judiciaire du Sénégal. Comment c'est déjà... Je conclue en disant... les choses qu'on a peut-être faites, qu'on a fait aux autres, peuvent nous arriver aussi. Absolument. Comment on sort de cet imbroglio-là, Eric? Il faut prier Dieu. Ah oui, carrément. Hein? Vous blaguez. Vous savez, la variation qu'on peut observer dans la façon de rendre les décisions de justice n'est pas une exclusivité africaine. Vous allez aux États-Unis, avec plusieurs États, selon qu'un juge ou un procureur de tel État rend telle décision. Mais on est dans un contexte fédéral. On peut se dire que ce n'est peut-être pas la même justice, puisque n'ayant pas forcément les mêmes tests. Mais après, puisque nous sommes en politique et que nous savons que le dossier Sonko reste vraiment politique, le juge qui a rendu une décision qui soit favorable aux avocats de l'État, on comprend aisément que cela soit à l'avantage du camp Macky Sall. Et déjà, de l'autre côté, on comprend que déjà que les avocats ont souhaité recuser le juge pour des raisons de familiarité avec un frère de proximité et puis tout ça. Tout ceci a certainement aussi joué en faveur Alors, comment on s'en sort? Maintenant, oui, voyons le processus jusqu'à terme, n'est-ce pas? Et on peut davantage apprécier. Si peut-être, pour ce que les avocats de l'État vont tenter, on va voir si ça va échouer, si ça va prospérer. Franck? Non, pour savoir comment ça sort, il faut dire que... il faut voir la situation. D'abord, le juge qui a condamné, qui a pris les premières décisions, ensuite un autre juge qui prend une deuxième décision. Comprenez que entre la première décision et celle-ci,
Macky Sall et tous les acteurs qui entourent Macky Sall se sont rendus compte que ça ne faiblit pas l'ardeur de ce jeune politique-là, qui de plus en plus a une cote de popularité qui monte dans la population. Voyez-vous, aujourd'hui, il a relancé sa grève, la grève de la faim. On va en parler tout à l'heure. Il est à nouveau, il s'est abstenu de manger et tout ça. Et son obstination à aller jusqu'au bout, ça constitue un os dans la gorge de Macky Sall. Donc moi, je pense que politiquement, le jeu se joue. Et comme l'a dit Dr Faton, on le transpose dans les tribunaux pour essayer de masquer un peu ce qu'on aurait pu faire pour la bataille politique. La bataille politique. Oui. Et donc, pour s'en sortir, il va falloir que Macky Sall puisse faire des concessions. Et savoir que le jeune Sonko n'est pas prêt à retourner, ne pas violer ses droits qui puissent amener la population. Vous lui demandez simplement de se faire harakiri. Vous avez devant vous quelqu'un qui s'est dressé, peut-être que vous aviez eu des projets de troisième mandat, qui s'est dressé comme votre projet, qui l'a fait tomber, vous aviez été obligé de l'abandonner, et pendant que vous étiez dans cette idée, il a subi pas mal de choses. N'oubliez pas justement ses contraintes devant le juge, notamment pour affaire de viol et tout ce qui va avec, etc. Et vous voulez permettre à quelqu'un qui est en train de monter comme ça en côte, vous l'aviez dit, d'aller aux élections. Il veut se faire harakiri. Il y a le contexte. Oui, il y a le contexte. Oui. Le contexte est que avant la condamnation de Sonko en juillet, la majorité présidentielle se préparait soit à une candidature pour troisième mandature de Macky Sall ou à la désignation peut-être, je vais dire, uniforme ou consensuel, merci pour le terme, dans la majorité présidentielle. Oui. Amadou Ba a été choisi, mais Ndiaye dit non, il démissionne du ministère de l'Agriculture et il est candidat également au moment où d'autres anciens premiers ministres sont encore candidats. La mouvance présidentielle aujourd'hui est divisée au Sénégal. Et quand nous sommes à quelques jours du 25 février, jour de la présidentielle, la carte Sonko peut être un moyen pour Macky Sall d'essayer de crédibiliser le scrutin et peut-être de dépapiller les voix au niveau de la majorité présidentielle pour faire un peu de place à son dauphin. Vous faites cette lecture-là, Dr Faton. Ce que c'est que le jeu politique est tellement complexe qu'il ne faut pas s'amuser avec les acteurs politiques, surtout au sommet de l'État. Ils jouent de tous les tours pour distraire. Le but final, c'est que Sonko ne soit pas candidat. Qu'on le condamne et que l'autre vienne le réhabiliter ou pas, qu'on l'extrait de la liste ou pas, ça peut répondre à toute une stratégie. Est-ce que le bout du tunnel, est-ce que Sonko sera candidat? Je ne pense pas. Ah oui? On fera tout que ce soit pas candidat. Et il sera pas candidat. Je suis formel, il ne sera pas candidat parce que on va faire de la distanciation. On va bouger des lignes pour donner un peu de l'espoir, pour que la tension baisse. Parce que le 25 février n'est pas loin, justement. N'est pas loin. Pour que la tension il faut gagner du temps. Alors, on gagne du temps. En gagnant du temps, on réussit à l'écarter. N'importe qui sera candidat, tout sauf lui. Et on voit que c'est clair depuis toujours. Ils vont être appelés à la publication. Vous allez voir. Tant qu'il y a appel, la décision n'est pas exécutoire. On va attendre. C'est-à-dire que quand on va commencer ce procès pendant le temps que la liste soit bouclée et qu'ils ne soient pas candidats. La fin de ce qu'on veut, c'est que Macky Sall ne soit pas candidat. Moi, je pense que Sonko ne soit pas candidat. Je pense que Macky Sall a pratiquement toutes les armes pour réussir. À un moment donné, Sonko a été un peu naïf pour ne pas prendre certaines précautions. Et je mets ça sous le coup de la jeunesse. Il a cru seulement que la fougue politique, la popularité suffit. Non, on ne va pas dire ça. On méconnaîtrait l'histoire du Sénégal. À part Diouf, qui est venu à la succession de Senghor, négocier ou dans le même camp politique, tous les gouverneurs qui se sont succédés à la tête du Sénégal sont des dissidents et de farouches opposants. Je n'ai pas l'histoire de ce pays parle. Ce que l'histoire de ce pays parle. Et moi, je me dis qu'on ne va pas de go trouver, peut-être, que c'est une stratégie politique. On va laisser Dr Faton faire. Je n'ai pas dit que le candidat de Macky Sall sera président. On peut avoir un autre président. Sauf son candidat ne peut pas être président. On peut le battre. Mais pas Macky Sall. Pas Sonko. Parce que je dis, le problème de Sonko est que Sonko a été un peu naïf grâce à sa popularité. La popularité l'a tellement monté. Il a été très fougueux. Il n'a pas été plus fougueux que Macky Sall. Il n'a pas été plus fougueux que Macky Sall. Il manquait de coopération politique. On va finir avec ça. Juridique. D'autres l'ont fait ailleurs. Prenez le cas du Bénin. À un moment donné, Patrice Talon n'a pas fait que le combat politique. Il a pris des axes, il a mis en place tout un arsenal juridique et autres pour régler le problème. Sonko n'a pas pris cet arsenal. Il a tellement cru, c'est une question de jeunesse.
tellement cru à cette il n'en avait pas les moyens à l'Assemblée nationale, puisqu'elle était contrôlée. C'est pour ça qu'on dit que le jeu était prêt par la c'est majorité pour ça qu'on dit présidentielle. qu'il n'a pas pris, il aurait dû acheter un député. Hein. Vous savez, d'autres l'ont fait au Bénin. Vous comprenez? Parce que c'est Pourquoi vraiment ces moyens pour s'acheter un député? Franck, on va finir. Pour corroborer ce que dit Dr Faton, pour être en accord avec lui, je pense qu'à un moment donné, Sonko il s'est senti trop Un peu trop fort. Un peu trop fort grâce à la population qui le soutenait. Et il n'a pas pris suffisamment de garde-fous. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme garde-fou? Vous êtes opposant si vous allez à une telle bataille avec quelqu'un qui a voulu briguer un troisième mandat, que vous avez pu décourager. Il faut prendre ses précautions. Comme l'a dit Dr Faton, je reviens, au sommet de l'État, les jeux politiques sont très complexes et il faudrait se mettre à l'idée qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu d'enfant. Il faut se donner tous les Mais atouts. ça fougue, ça lui marche aujourd'hui. Vous savez, le camp Macky Sall peut gagner les élections, mais Sonko peut rendre le pays ingouvernable avec sa popularité. À tout moment. Il suffit juste d'une phrase et puis tout Dakar s'embrouille, voyez-vous. Et je ne sais pas quel est l'intérêt pour un président de gouverner un pays divisé matin, midi, soir dans les crises. Et donc que ça soit dans les deux camps, Sonko a un problème. Et comme l'a dit le docteur, ça je l'avais dit, quand on a tout fait pour amener un chef d'État à renoncer, Macky Sall fait de Sonko un problème personnel. Oui, j'ai renoncé et toi non plus tu ne seras pas le prochain président du Sénégal. Allez, justement, parlons de sa situation, de la démocratie sénégalaise, on attend de voir. Parce que... Mais en parlant justement de sa situation, cela pose le problème même des armes disponibles pour les opposants pour affronter justement les pouvoirs en place. Et on l'a vu dans beaucoup de pays, c'est ce qui justifie même la difficulté à avoir de l'alternance crédible au niveau donc des États africains. Alors, comment est-ce que les opposants s'en sortent véritablement? C'est l'architecture de nos États où tout le pouvoir est centralisé dans les mains d'un seul homme, qui est le président de la République. Ailleurs, ce n'est pas ça. Tu as beau être chef d'État, président, tu as des institutions qui sont fortes, un peu comme l'a dit William, et malgré la volonté d'un président qui soit Trump ou je ne sais quoi, tu t'imposes aux décisions de justice, n'est-ce pas? Et donc, chez nous, ce n'est pas le cas. Vous avez un président qui est puissant, qui est partout, et qui s'arrange justement à travers des mécanismes de tests au Parlement, avec la justice, n'est-ce pas, pour mettre tout en œuvre, justement. Alors, être opposant en Afrique, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Ah oui, cela a toujours été compliqué. Contrairement à Eric, je ne pense pas que ce soit l'architecture. Je pense plutôt que c'est la pratique du pouvoir. Nos constitutions prévoient clairement les pouvoirs bien séparés, une certaine distanciation entre les différents pouvoirs, sachant qu'il y a une nécessité d'une petite collaboration entre les différents pouvoirs pour le fonctionnement. L'étanchéité ferme n'est pas possible, mais à part les pays comme le Sénégal ou le Bénin, où des opposants peuvent se succéder les uns après les autres à la tête de l'État, Mathieu Kérékou, Nicéphore Soglo, Patrice Talon Boni Yahi, à part ces États, comptez-moi combien d'États dans lesquels les gens se passent au pouvoir comme ça. En Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, ça se fait. Au Nigeria, la plus grande des joies. Hein? La plus grande des joies avec des contestations électorales de ce niveau, parce que ne l'oublions pas, il y a les chiffres officiels et il y a le ressenti à l'intérieur des peuples. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, pour en arriver, il a fallu, selon un bilan officiel, 3000 décès. Moi, je pense que les opposants n'ont aucun moyen. On a des super et hyper présidents à la tête des pays francophones et des pays africains pour la plupart du temps. Ce qui fait que le président est le maître mot dans la sphère politique. Le président détient toutes les capacités de nuisance et de contrôle de l'environnement politique, de l'atmosphère politique. Et donc, être opposant, il n'y a que quelques petites démocraties encore qui permettent quelques armes légales ou juridico-judiciaires. Et dans d'autres, c'est quand même... Est-ce que la grève de la faim n'est pas aussi un moyen? J'ai l'impression que là-bas, on est quand même sensible à la fin de Sonko. En tout cas, si c'est au Bénin, vous allez mourir. Je me rappelle que doit être le chef quartier au CA. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à rester à jeu 2 jours. Il s'est ravisé. Il s'est vite ravisé. C'est pas une culture chez nous au Bénin. Peut-être qu'au Sénégal, on verra l'effet de cette culture pour voir ça va donner. Donc, Sonko a dû arrêter sa grève. Même là-bas, ça ne fait pas grand effet. Oui, mais pour sa santé. C'est une culture. Oui, la grève de faim. Qui se fait ailleurs. En tout cas, en Afrique. Parce que les Africains ont tellement faim que la faim est une pratique africaine. Vous comprenez? On n'est pas étonné que vous ayez fait. C'est pas un problème. Parce qu'on n'arrive pas encore à manger normalement. Il faut trouver. C'est un élève qui doit tellement manger
Quand tu as faim, on te dit, mais comment on peut avoir faim? Donc on peut dire que c'est un peu ailleurs. Ça va faire plus sérieux, oui. Non, c'est pas plus. La faim, c'est une pratique africaine. D'accord. Une pratique africaine. Ce que je voulais dire rapidement, c'est par rapport à l'incapacité des opposants à mener le combat politique. C'est pas les opposants n'ont aucun moyen, c'est le peuple africain qui n'est pas mature politiquement. Et on fait tout pour qu'elle soit immature politique. C'est tout le plan là. On a les institutions, on a tout. Le président ne sont pas fort. Vous allez voir que tous les États ont fait tout pour ne pas former les militants à la citoyenneté, au patriotisme et au militantisme. On fait tout. On ne met pas les moyens pour ça. Les moyens, on les rassemble à la veille des élections, on les distribue. Et puis ça fait... Alors que ces moyens qui font la campagne électorale, on peut les prendre pour former les militants, leur donner surtout le sens du patriotisme. Le patriotisme, c'est d'abord qui est ça. Parce que le juge qui va compromettre la patrie, parce qu'il a reçu de l'argent ou bien une promotion, il a un problème quelque part. Le citoyen qui va compromettre une élection, qui a fraudé dans les urnes pour manipuler les chiffres, il a un problème de patriotisme. Et que le seul problème à régler, il faut régler le problème de patriotisme. Comme le chef d'État qui contrôle également la il y a aussi un problème de communication civique et patriotique. Le problème est là seulement, il faut former les citoyens au patriotisme. Je voudrais dire, être opposant en Afrique, c'est une vraie galère. C'est vrai, séparation des pouvoirs, d'accord, mais les tests donnent tellement de prérogatives et de marge de manœuvre au président qu'ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Lorsque, par exemple, on dit au Bénin, on n'a plus le droit à la grève, ou si vous voulez gréver, il y a des procédures à suivre. Ce sont des tests qui ont été votés. Il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire, vous ne grévez plus. C'est aller au Parlement, vos représentants, les représentants du peuple qui ont voté. Donc, lorsqu'un président arrive, il y en a qui n'exercent pas suffisamment le pouvoir, mais il y en a qui exercent assez largement le pouvoir. Quand vous prenez le régime Boni Yahi, en son temps, les gens bloquaient les budgets au Parlement, on rendait... L'administration douanière est bloquée, l'école, on va pas à l'école pendant 3 mois, mais lui, il est arrivé, il s'est doté des tests nécessaires pour dire, je ne veux pas être perturbé sur ces plans-là, et on a voté des tests. Donc c'est pour dire que si nous voulons permettre aux opposants d'exercer leur prérogative... Est-ce que le problème n'est pas au niveau du personnel politique lui-même, dans sa formation et dans son engagement même? On a l'impression que les acteurs politiques, notamment dans les pays francophones, c'est des acteurs politiques de soutien, c'est-à-dire qui est président, est-ce qu'il est là, d'accord, je le soutiens et ça y est, ça va. Du coup, ça ne renforce pas justement l'opposition. On a des oppositions de personnes et non des oppositions d'idées. Ailleurs, les gens s'opposent réellement aux gens parce que ils ont des idées de construction, des idéologies politiques vraiment opposées. Mais chez nous, ce sont des positionnements d'une minute, des gens qui ne cessent de sortir d'un parti politique vers un autre, je vais dire... une chaise, comment on dit, un jeu de chaise musicale. Je perds mon latin ce matin. Aussi. Et je vous passe mon français. Oui. Nous avons aussi un problème d'éthique dans la façon de faire la politique. Quand vous êtes opposant et que le soutien que vous espérez de la base dans votre action politique en tant qu'opposant, vous ne l'avez pas, mais posez-vous des questions. Quand vous voyez des gens qui aujourd'hui apportent le soutien à un système, demain vous les retrouvez encore là-bas, quel soutien vous voulez de la part de vos sympathisants à vous accompagner, à vous soutenir, n'est-ce pas, dans vos actions? Quand vous êtes une formation politique de l'opposition, après on vous voit avec des accointances, avec des hommes influents de la mouvance auprès de qui vous prenez de l'argent, et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons toutes ces informations. Quel genre de militant vous voulez quand vous prenez peut-être une décision de mener une activité d'opposition qui va vous accompagner dans ça? Ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans des activités politiques de l'opposition, convaincus de ces genres de changements matin, midi, soir, les militants sont observateurs. Vous voyez, quand le militant est convaincu que celui que je soutiens, que j'accompagne est sincère et près d'éthique, de justice, dans sa façon de faire la politique, de faire l'opposition, avec beaucoup d'idéologie, vous œuvrez des militants derrière vous qui vont vous soutenir, vous accompagner. Nous n'avons pas ça. Toujours dans nos États. L'opposant d'aujourd'hui, c'est le mouvancier qui a perdu sa place hier, le mouvancier. Et puis, on est là dans des changements sans idéologie. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas trouver un moyen de limiter la force ou la propension de pouvoir en place à écraser tout ce qui est en face de soi? Normalement, c'est le travail de la justice, mais là, on a un problème avec... une petite histoire
il est arrivé, on a vu des opposants dans des situations un peu critiques et on a interrogé un peu les acteurs. Quand ils se retrouvent après dans l'antichambre de je ne sais quel palais pour se partager beaucoup d'argent, est-ce que nous sommes là? Donc ça fait le problème. Vous avez de pareilles réflexions dans l'opinion aujourd'hui existent parce que nos acteurs politiques ne sont pas sincères envers eux-mêmes et envers l'action qu'ils mènent. Ils sont pour la plupart des corrompus. Ils sont plus là pour la plupart des corrompus qui traînent forcément des casseroles. Et quand ça cloche, les gens vont regarder vers vous. Le pouvoir va regarder vers vous, Fraton. Vous savez, moi, ça fait près de 10 ans que je suis dans l'espace politique et 7 ans que je suis dans les formations politiques. Il n'y a pas d'opposition au Bénin. En tout cas, pour le cas du Bénin, il n'y a pas d'opposition. Vous n'êtes pas sérieux. Il n'y a pas d'opposition. Vous avez été opposant. On vous a vu dans des prises de position. Vous avez été opposant. Donc, les analyses que vous faisiez dans les studios radio, il y a quelques années. Moi, j'ai juste une question. Je ne veux pas dire les journalistes. Lui-même, on l'a vu dans les positions. Je vous assure que il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvement. L'opposition se fait par rapport à l'idéologie. Personne ne défend une idéologie au Bénin. Donc vous vous distrayez. Vous aussi. La charte des partis politiques a dit que l'idéologie est facultative au Bénin. De ce fait, sur le plan juridique, sur le plan du droit, il n'y a pas d'opposition de mouvement au Bénin. Donc vous aussi, vous nous distrayez. Vous nous distrayez alors avec les choses que vous disiez. Aujourd'hui, on peut répondre à contre-pied. Quand vous étiez la charte ne le mais vous aviez été opposant. Ça veut dire que alors que vous étiez opposant, vous ne défendez rien. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisons, à un moment donné, vous trouvez des raisons personnellement pour vous opposer à quelqu'un. Vous comprenez par rapport à certaines activités que quelqu'un fait. Mais ce n'est pas par rapport à la base d'une idéologie, d'une formation politique. C'est pour ça que les formations politiques peuvent soutenir un même président, être contre lui le lendemain. Parce alors qu'ailleurs, quand une formation politique est liée au président, c'est qu'elle est avec lui jusqu'à la fin. Mais au bénéfice, on voit qu'un parti politique soutient quelqu'un, après, le parti se détache de la personne et va ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Et tout ce qu'on fait au Bénin, jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on essaie de bricoler dans l'espace politique pour pouvoir exister. Et je le dis partout, il faut qu'on impose. On va finir l'honnêteté. Il faut qu'on impose l'idéologie comme une norme politique au Bénin. Tant qu'on ne l'a pas fait, tout le monde va bricoler. C'est pour ça qu'à un moment donné, beaucoup ne m'ont pas compris. Parce que ce que je défends, personne ne défend avec moi pratiquement. Je dis, j'ai des valeurs et que les valeurs doivent être incarnées par un parti politique. Mais tout passe partout, personne n'incarne ces valeurs. Ou bien quand tu as tendance qu'on incarne, tu te rends compte plus tard que tout ce que tu fais un combat seul. Et que personne, parce que les gens sont là, vous allez voir ce qui se passe souvent. Ceux qui disent aux mouvanciers, vous allez voir tout à l'heure, si par exemple Parti Talon perdait le pouvoir, les mouvanciers comme d'aujourd'hui seront encore avec ceux qui vont prendre le pouvoir demain. Qu'est-ce qu'ils ont défendu? Comme ceux qui étaient avec Boni Yaye. Boni Yaye, il n'y a pas de mouvement de position. Si vous avez défendu Boni Yaye et qu'il est dans l'opposition, vous êtes dans l'opposition avec le point. Quelqu'un dit s'il va à gauche. On va à gauche, mais à droite ou bien. Allez, on va passer à notre troisième sujet ce matin. Je ne sais pas s'il est à gauche, hein. Mais Boni Yaye est à gauche, mais je ne sais pas s'il est à droite. Je ne sais pas là où il est. Je ne sais pas là où il est. C'est ça que Boni Yaye est à gauche. Il est bien placé dans une formation. Et après, quand ça se passe comme ça, n'attendez pas l'opinion ou les sympathisants à vous suivre et à vous accompagner. Parce que allez, notre troisième sujet ce matin, on va parler football. On va laisser la politique aux acteurs politiques. Il faut parler un peu de ce qui peut, enfin, même si là-bas aussi on a quelques migraines, ce qui aurait pu quand même nous éviter quelques soucis. J'avoue que je ne sais plus où est-ce qu'il faut être tranquille. Avec les hommes politiques, il faut avoir de la migraine, mais avec les footballeurs qui devraient aussi nous donner un peu plus de joie, on a aussi de la migraine. Franck, hier ils ont perdu 2 buts, un but contre 2 face aux Malgaches. Moi j'ai davantage de la migraine quand on évoque la question des guépards, quand on évoque le football précisément, parce qu'on n'évolue pas du tout, on tâtonne, on bricole, et je ne suis pas fier quand j'aborde la question du football béninois. Tout simplement parce que en football, il faut enchaîner des performances de façon positive, mais nous régressons. Et à chaque fois qu'on vient sur un plateau pour l'aborder, si ce n'est pas qu'on a encaissé, c'est des gens qu'on a pas. Vous avez vu celui dit. Non. Je pense qu'on peut trouver un moyen. J'allais finir. Comme je l'ai dit déjà une fois, est-ce qu'on est obligé
d'aller chaque fois jouer au football? Non, c'est une question que moi je me pose. Est-ce qu'on est véritablement... Les sélectionneurs payés, les cadres techniques sont payés, la fédération, c'est des frais pour faire tourner la fédération, beaucoup de dépenses autour, et au finish, on ne fait rien depuis des années. Depuis 2019 ou 2017, je ne sais quoi, on est allé à la CAN, une fois à la phase finale de la CAN, et depuis, il n'y a plus rien. Mais chaque fois, on y va, on revient, on tient des discours. Ah non, les garçons sont ci, ils sont ça, je vais convoquer. Et au niveau de la fédération, c'est pratiquement de la politique qu'on fait. Alors, les stats. On se sert soi-même parce que ça ne nous apporte rien. Les stats ou de l'actuel sélectionneur, c'est quand même assez illustratif de l'état de notre troupe. On a quand même 6 matchs de livrés sous Aurore, 4 matchs nuls, 2 défaites. C'est la même chose. Docteur Fatou. Ce qui est, moi, je ne suis pas fan du football. Je suis de loin. Et ça vous fait quoi? Ça vous dit quoi? ça me fait beaucoup rire. Ah oui, sérieusement. Ça me fait beaucoup rire. Vous n'êtes pas patriote. Moi, non, c'est pas que c'est pas ça me fait mal. Non, Hier, par exemple, j'ai pas pris mon dîner. Je ne suis pas fan du football. J'ai pas pris mon dîner. Je suis allé où? C'est une autre grève. Je ne suis pas fan du football. Il n'avait pas fait. Il n'avait pas fait. Docteur Fatou a dit qu'il a fait une pratique. Je ne suis pas fan du football. Ça veut dire que d'abord, c'est pas ma passion. Mais quand c'est mon pays, quand même, je me souviens qu'en 2004, j'ai été très content quand de voir tout ce qui s'est passé en 2004. La première fois. La première fois, il y avait une effervescence populaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse aller pour la première fois? Et qu'est-ce qui n'a pas marché depuis cette première fois? Toute la question moi, que je me pose souvent, c'était là. Si on a réussi enfin à aller une première fois, il aurait fallu quand même revoir le passé. Et le problème que nous avons partout, c'est pas seulement au foot, hein, on remet toujours tout en cause. Quand quelqu'un vient, c'est lui qui est le Seigneur. Et c'est lui qui connaît tout. Il est omniscient. Il remet tout en Pourquoi cause. je parle de politique? On ne fait pas d'acquis dans ce pays. Le problème qu'on a, on n'a pas de problème. Si on fait des acquis, on ne serait pas là. Si ceux qui sont venus ministres après, ministres du sport après, chaque fois ils se revoient avec les anciens ministres du sport, les anciens ministres, les anciens présidents des fédérations, pour qu'ils capitalisent l'attention. Quand quelqu'un vient, il balaie tout le monde, il installe son système avec même ses joueurs, et on recommence à zéro. C'est pas le problème plus là. Regarde tous les pays où le foot marche, c'est une accumulation d'expérience. Chez nous, on détruit toute l'expérience. Le foot, c'est une science. Actuellement, les catégories, peut-être au risque même de me tromper, toutes les catégories au niveau du football sont éliminées. Hein. Il n'y a que quelques enjeux futurs qui nous attendent, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde. Sinon, que dernier en date, c'est le groupe féminin des U20, éliminé à Cotonou ici par les Sénégalaises. Du coup, on est là. Bon, il n'y a plus rien à faire, quoi. Non, moi j'ai la même amertume que vous peut-être, mais j'ai un peu espoir. Parce que actuellement, nous n'étalons que l'état des années antérieures. Maintenant, nous savons qu'il y a un processus en cours avec les classes sportives, avec ce championnat, même si j'ai des choses à lui reprocher, il est régulier finalement. Qu'on reporte à tout bout de champ. On reporte, jamais personne relégué, on tourne en rond, certes, mais au moins il est régulier chaque année. Et je pense que les fruits de ces travaux se feront voir et se feront cueillir d'ici quelques années. Mais pour le moment, je sens que quand nos différentes participations aux phases finales des compétitions nationales, des compétitions continentales, il y a un grand écart en matière d'âge, en matière de temps et de durée. Également dans les amicaux, même les pays à notre portée, on est tenté de dire parfois que Madagascar est à notre portée, que non, mais la Mozambique. N'oubliez pas, Madagascar aussi a fait une belle performance en 2019. Hein, ils sont venus en quart de finale comme nous. En éliminant, s'il vous plaît, le pays organisateur en quart de finale. Mais ils sont venus en quart de ils sont sortis de la compétition en quart de finale comme nous. Donc, ils ne sont pas, je ne sais pas, ils ne nous dépassent pas en matière de performance. Je ne connais pas la santé du championnat malgache, mais je pense que les principaux baromètres dans le sport qui permettent de mesurer la santé des fédérations, je ne les connais pas au classement FIFA non plus, mais je me dis que c'était des pays, des froids, des plats qu'on pouvait manger à froid. Mais si déjà ça nous est compliqué, je pense que Kenneth Rowe a peut-être un peu de peine à insérer ces jeunes du championnat qu'il met à la sélection nationale. Peut-être revoir un peu la thérapie. Je ne sais pas comment ça va à la direction technique nationale, mais un peu plus d'attention pour essayer encore d'autres talents. Je pense que nous sommes peut-être un peu exigeants. Pour le moment, c'est normal, mais dans les années à venir, ces petites améliorations que nous voyons actuellement doivent produire
des résultats. Il faut à la décharge du sélectionneur, il faut quand même noter que depuis qu'il est là, les Guépards marquent de plus en plus de buts, même si c'est un ou... Enfin, à chaque rencontre quand même, on marque un but, ce qui n'était pas le cas avant. Avec du on jouait... Oui, avec tous les joueurs, on avait justement... On était pratiquement dans un système défensif. Cette fois-ci, on marque. Sauf que quand on marque, on a derrière nous... ne me permet pas de me concentrer. On a forcément derrière nous des difficultés à conserver le Et hier, la faute de main de Danjilo m'a laissé vraiment interdit devant mon smartphone parce que je le regardais sur téléphone. Non, mais je pense que pour le match d'hier, les Guépards avaient une volonté de gagner. Sauf qu'ils se sont rendus compte que maintenant que nous avons un nouveau ministre à la tête des sports, il fallait lui souhaiter la bienvenue avec un échec pour vraiment lui montrer l'enjeu. C'est pas, mais laissez-moi me concentrer. Vous n'êtes pas sérieux, Eric. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Oh là là, bon. Pas du tout. Franck vous a contaminé. Et c'est à mon tour. Allez les gars, je dois arrêter cette discussion. Nous sommes à 5 minutes de la fin. Le ministre est averti. Donc il y a vraiment des problèmes. Maintenant que vous êtes Ronaldo, vous êtes là, monsieur il le a du ministre. chemin, hein. À cette allure-là, il a du chemin. Je pense que c'est un échec qui intervient juste quelques jours après la prise de fonction. Laurent, William, moi j'ai pas fini. Vous n'apportez jamais la victoire. C'est pas ça. Bonne journée à vous. Voici la revue de presse.